Salut tout le monde, bienvenue à cet autre rapport Boivin, édition du 19 octobre 2017, déjà la 5e de la saison 2 et la 30e depuis qu'on a commencé ce nouveau concept du rapport Boivin à TVC Basse-Lièvre et sur le réseau MaTV. Merci d'être là à chaque semaine. Merci d'interagir. Merci pour vos courriels. Inquiétez-vous pas, même quand vous les envoyez à la TVC, à l'adresse qui apparaît dans le cadre de l'émission, ça se rend à moi, alors je suis en mesure de vous lire. Fait que quand vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis, écoutez, c'est une émission où j'émets mon opinion. Vous avez le droit à la vôtre et ça, je ne vous le nierai jamais. Merci, M. Renaud, pour vos commentaires. J'en ai pris bonne note. On sera d'accord d'être en désaccord sur plusieurs des points que vous avez mentionnés. Ceci étant, je veux d'ailleurs commencer par ce dossier des élections municipales, parce qu'on va couvrir plein de choses aujourd'hui dans l'actualité. Rappelez-vous qu'on enregistre le jeudi après-midi. Je sais que je suis fatigante de vous dire ça, mais parce qu'il y a des dossiers d'actualité dont je parle aujourd'hui qui vont peut-être avoir certains développements demain ou pendant le week-end ou en début de semaine prochaine. Alors, je ne voudrais pas me faire ce genre de reproches alors qu'on vous parle à un moment précis, c'est-à-dire le 19 octobre en début d'après-midi. Alors, au niveau des élections municipales dans notre belle région, surtout au niveau de la ville de Gatineau, et je vais extensionner aussi à l'Ange Gardien parce que TVC Basse-Lièvre touche à ce secteur. Il y a eu des choses intéressantes qui sont sorties cette semaine au niveau de la ville de Gatineau, entre autres. Il y a eu un même sondage, mais deux volets d'un même sondage qui est sorti. Un sondage Segma, Le Droit 104.7 FM, Outaouais, où j'ai fait des commentaires à l'émission du matin, là, du lundi au vendredi. Et ça concernait, le premier volet concernait les intentions de vote, alors que le deuxième concernait la priorité en matière des dossiers à traiter selon la population. Qui était sondée. Alors, on nous parle en termes d'intention de vote, je peux vous dire que le maire actuel, Maxime Pedneau-Jobin, le maire chef du parti Action Gatineau, a dû se réveiller d'excellente humeur le matin du dévoilement de ces chiffres-là, parce qu'avec répartition des indécis, on le met à 53 % des intentions de vote, suivi du candidat Denis Tassé à 23,9 % et la candidate Sylvie Gonneau à 13,7 % et les deux autres, Clément Bélanger et Rémi Bergeron, ferment la parade à 4,7 % chacun. Alors, un assez grand écart. Certains n'aiment pas qu'on répartisse les indécis de façon genre un tiers, un tiers, un tiers. Passe encore, c'est à mon point de vue un petit peu plus généreux pour les deuxièmes et troisièmes, mais peu importe, même en mettant pas ces indécis, en les redistribuant pas, ça donne quand même une bonne marge de manœuvre au maire actuel. Donc, on voit que ça va être difficile pour les autres candidats. Il y en a quand même 4 qui essayent d'avoir sa place. Ça ne sera pas nécessairement évident. Il y a un deuxième. Est-ce que les autres vont se rallier au deuxième, c'est-à-dire Denis Tassé? La candidate Sylvie Gonneau a très bien dit qu'il est hors de question. De toute façon, j'ai toujours trouvé que c'était biaisé comme genre de stratégie, puis pas tout à fait... c'est pas mathématique, ces règles-là. Il y a des gens qui votent pour Maxime Pedneau-Jobin pour certaines raisons, mais ne voteront pas pour ses candidats ou certains de ses candidats à l'échevinage, au poste de conseiller. Il y en a qui voteraient jamais sous aucune considération pour un parti politique, donc voteront que pour des indépendants. Il y en a que ça va être... vont voter pour un candidat d'Action Gatineau parce qu'ils l'aiment bien ou ils aiment bien la conseillère, mais voteront pas pour le maire. Il y a tellement de permutations potentielles. Dans ce contexte-là, c'est difficile de dire à une personne comme Sylvie Gonneau, Clément Bélanger, Rémi Bergeron, « Hey, mettez-vous tout en arrière de Denis Tassé. » Il y a des gens qui votent pour Sylvie Gonneau, mais qui voteraient jamais pour Denis Tassé. Il y a des gens qui votent pour Denis Tassé et ne voteraient jamais pour Sylvie Gonneau. Alors, c'est pas nécessairement évident à ce compte-là. Moi, je pense que les gens se sont présentés parce qu'il y avait des choses à dire. Bien, on verra vers où ça se dirige.
et on verra la suite des événements. Le taux de satisfaction a baissé un peu pour le maire Penneau-Jobin. On parle d'un taux de satisfaction à 50 quelques %. C'est toujours un peu le cas. C'est toujours les mal-aimés, les politiciens. On verra si ça se transpose au vote le 5 novembre. Et dans ce contexte-là, je pense qu'il a pris la bonne attitude de ne rien prendre pour acquis. Il y a aussi eu des débats, un débat à Lucco, à la mairie. Le maire est vraiment au fait de ses dossiers. Alors, c'est difficile pour les autres de prendre la place, de se démarquer des autres adversaires pour essayer de passer en avant de lui. Et même si certaines personnes, comme M. Renaud qui m'a écrit, mettent à peu près tout ce qui va mal dans la ville de Gatineau sur les épaules du maire, il était quand même qu'un vote sur 19, là, et son parti était minoritaire. Alors, je pense qu'il y a quand même une majorité de la population présentement qui regarde ça de cette façon-là, mais il reste quand même 2 semaines et demie et ça sera certainement à suivre. Si vous voulez vous informer, faites pas juste m'écouter. D'ailleurs, je n'ai pas la vérité de la palisse, là. Vous pouvez aller écouter les débats en reprise. Le réseau 104.7 FM les met sur Internet. Alors, c'est intéressant de voir des fois, si votre secteur était visé par les débats, d'aller écouter ce que vos candidats ont à dire. Informez-vous, googlez. Il y a tellement de méthodes pour être un petit peu plus au parfum. Du côté de l'Ange Gardien, on entend surtout parler. De toute façon, il n'y a pas beaucoup d'élections dans ce coin-là. Il y a la mairie puis un autre district. On a un petit peu plus appris à connaître Michel d'Ambremont et Marc-Louis XVI. Marc-Louis XVI, qui est un conseiller actuel depuis 22 ans, connaît bien les dossiers. Michel d'Ambremont, qui arrive un peu comme... C'est le temps du changement. Donc, si les gens veulent du changement, ils vont s'aligner surtout avec lui. Restera à voir. Je sais que c'est pas facile dans votre coin, dans l'Ange Gardien, surtout pour ceux là, qui sont dans des districts où il n'y a pas d'élection. Ça ne sera pas nécessairement évident. Enfin bref, à suivre, mais comme je disais, il ne nous reste pas beaucoup d'émissions ici où on va couvrir la campagne électorale dans le coin parce que l'élection, c'est le 5 novembre, puis on approche à grands pas. L'élargissement de la 50, je vais en parler aussi vite que ça va nous prendre pour franchir les 7 km dont on parle. Fait que 7 km, je vous fais grâce des mathématiques, je vous dis qu'on fait ça à peu près en 2-3 minutes, là. En tout cas, si vous roulez comme moi. C'est pas demain la veille que le tronçon Finlay-Doherty va être fini, mais au moins on avance avec le dossier. C'est quand même encourageant à ce niveau-là. Mais dites-vous qu'il en reste encore des dizaines et des dizaines et des dizaines de kilomètres à compléter pour que ce soit une véritable autoroute digne de la 4e plus grande ville du Québec, mais d'une des plus grandes régions canadiennes qui fait dur à ce niveau-là. Alors, on a le ministre des Transports de la région. J'espère que ça va débloquer encore plus rapidement. Quand on voit que le petit tronçon dont je vous parle, là, on parle de peut-être 2 ans, 3 ans, si pas plus. Il va y avoir bien des campagnes électorales provinciales où on va se le faire promettre, si pas fédéral, à suivre. Il y a eu le cas, je ne vous en parlerai pas longuement parce que je vais manquer de temps aujourd'hui. Il y a eu tellement de gros dossiers puis je ne veux pas les manquer. Il y a eu ce cas-là un peu bizarre d'un couple canadien. Bien, lui est canadien, elle est américaine, Joshua Boyle et Caitlin Coleman, qui ont été pris captifs en Afghanistan, qui pendant leur captivité ont eu 3 enfants, 4 selon le mari, parce qu'il y en a un qui aurait été tué en captivité. Il y a tellement de questions qui se posent dans ce dossier-là. Le monsieur en question, c'est un monsieur de Smith Falls, juste à l'extérieur d'Ottawa, pas très loin d'ici. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Sa femme, ça a l'air que c'est quelqu'un qui aime beaucoup les causes humanitaires, donc on ne peut certainement pas lui en faire un reproche. Lui a déjà été marié à la sœur d'Omar Kader, qui était assez lié avec des groupes terroristes. C'est un peu particulier. Ce sont les Américains et je pense le Pakistan qui les ont sortis de là. Ils ont refusé d'embarquer dans l'avion américain parce qu'ils ont eu peur, avec Donald Trump, ça je ne blâme pas, de peut-être être pognés à rester aux États-Unis pendant un certain temps, puis ça ne leur tentait pas. Mais il y a tellement de choses bizarres là-dedans. Comment se fait-il que quand tu es kidnappé, tu es un otage, tu vas avoir 3 enfants en captivité? En tout cas, plein de questions. Ça va être digne d'un film de la semaine. Ça sera certainement à suivre. On va sûrement en apprendre un petit peu plus dans les semaines, les mois qui viennent. La grosse nouvelle de la semaine pour le Québec, jusqu'à temps que je vous parlerai des autres qui ont suivi, c'est comme si une nouvelle attendait pas l'autre. C'est la nouvelle d'Airbus Bombardier Boeing.
Vous vous en rappelez, Boeing a mis des pressions sur le gouvernement américain pour que le département du commerce extérieur impose des droits compensatoires au Canada, à Bombardier, quand il vend des avions de la C-Série en sol américain. Ça, c'était pour faire mal à la compagnie Bombardier qui produit les avions de la C-Série, qui avait déjà dans son carnet de commandes, je pense, autour de 75 garanties de vente d'avions ou d'achat d'avions, si on veut le voir dans l'autre sens, par Delta de Bombardier. Et Boeing, qui ne fait même pas d'avions de cette nature, de cette grosseur, veut pas voir, aime pas voir la compétition. C'est gros, l'industrie aéronautique à travers le monde en passant. C'est comme ça qu'on se promène d'un océan à l'autre et à l'autre, qu'on se promène entre continents. Alors, c'est certain que c'est de la c'est une grosse industrie, les avions coûtant très cher chacun individuellement. Alors, Boeing essaye de prendre le plus de parts de marché. Son gros compétiteur, c'est Airbus. Il y a Embraer, mais disons que c'est Airbus là, au niveau international, au niveau mondial. Alors, les droits compensatoires ont été imposés. On parle d'au-dessus de 200 quelques pourcents. On va jusqu'à 300 %. Ça faisait vraiment mal à Bombardier. On se rappelle, Philippe Couillard est allé chez Bombardier à Mirabel, est allé faire un gros discours patriotique et tout le monde a embarqué là-dedans. On est en pleine renégociation de l'ALENA. On espère que nos négociateurs canadiens poussent dans ce dossier-là de libre-échange de façon à ce que ces fameux droits compensatoires, il y en ait de moins en moins ou en tout cas pour ne pas nuire à nos industries. Et là, au coup de théâtre cette semaine, on apprend qu'Airbus vient achète pas mis une Christie de scène, c'est assez clair, là, pas une scène, mais obtient 50,01 % de la C-Série. Alors, le gouvernement du Québec, qui à l'époque en avait, je ne veux pas me tromper dans les chiffres, qui en avait pas loin de 30 quelques pourcents, maintenant vient de reculer à 19 %. Vous vous rappelez qu'avec notre argent de contribuables, le gouvernement du Québec a mis au-dessus d'1 milliard dans la C-Série pour en assurer la pérennité. Et maintenant, avec Airbus, tout le monde s'entend pour dire « Ah, c'est bon, ça va permettre de garder les emplois ici. Il y a des garanties jusqu'en 2043. » Moi, les garanties, il y en a déjà eu dans les domaines de la foresterie, dans plein d'autres domaines. Et tout d'un coup, pouf, les compagnies ont fait patate et ont débarrassé le plancher et réapparaissent ailleurs, sur d'autres continents. En tout cas, j'espère qu'on ne s'en mordra pas les pouces, mais disons que ce qui m'attriste prodigieusement, c'est qu'un fleuron de l'industrie québécoise, on n'a pas des tonnes de choses qu'on appartient avec ce niveau de visibilité à l'échelle de la planète. Ben là, on est un petit peu moins propriétaire parce que Airbus en est maintenant le propriétaire majoritaire au niveau de la C-Série. Pas de Bombardier, mais de la C-Série. Mais l'avenir est à travers la C-Série. Alors, ça sera une histoire à suivre, mais ça a ébranlé le milieu économique et le milieu politique, et ce sera à suivre. On fait une pause et on revient. Oui à un débat respectueux. Moi, je dis non au racisme et à la francophobie. Vivre en français, un droit fondamental. Travailler en français, un droit à respecter. Moi, je dis non à la francophobie. Un message du mouvement Impératif français. Encore tu sais? La philosophie des emplois de guerre, c'est l'entraide, c'est le plus vieux qui aide le plus jeune, comme je fais avec le petit Emmanuel. J'adore courir. C'est une passion pour moi. Je vais dehors, je pars à courir. C'est rendu que je veux aller dans les hauts niveaux. C'est correct? Oui. Les emplois de guerre ont totalement changé ma vie. Ils m'ont permis de vivre ma passion. Les emplois de guerre supportent à fond le rêve des enfants. Moi, j'aime ça courir. Chaque pays a sa langue. Ici, on travaille en français. Ici, on vit en français. Parlez-nous en français. Notre fierté, le français. Un message d'Impératif français.
Et nous voici de retour au Rapport Boivin, édition du 19 octobre 2017. Deuxième partie de la journée, de ce qu'on a pu voir, observer cette semaine. La date que je viens de mentionner, 19 octobre 2017. Est-ce que ça vous rappelle des souvenirs? Moi, évidemment, ceux qui me connaissent vont dire, ça y en rappelle un gros. Parce qu'il y a 2 ans, le 19 octobre 2015, on changeait de gouvernement au fédéral, on mettait Stephen Harper et sa gang à la porte et on élisait un gouvernement libéral de Justin Trudeau, ultra-majoritaire, avec 39 % du vote. Ça a fait jaser beaucoup sur la question de la réforme électorale, mais ça serait pour une autre histoire. Ceci étant, ils ont été élus avec au-dessus de 180 quelques sièges, une confortable majorité, et on a commencé cette nouvelle ère du premier ministre souriant, aime les égaux portraits, beaucoup plus près de la foule. D'ailleurs, on apprenait il n'y a pas longtemps qu'il coûte cher en mesure de sécurité parce que c'est un petit peu plus dur à suivre, un Justin Trudeau qui se promène partout à travers le monde, puis qui se promène partout à travers le monde, si vous comprenez les deux sens de l'expression. Et là, ben, c'est le temps pour beaucoup d'analystes politiques, stratèges et autres de commencer à analyser les 2 dernières années en termes de règne libéral. Est-ce que c'est beaucoup différent des conservateurs? Certains analystes disent que non. Ils n'ont pas changé grand-chose de ce que les conservateurs avaient mis en place. Ce qui change, c'est un peu le contenant, qui est un petit peu plus souriant que Stephen Harper. On avouera tous que c'est pas très difficile à battre. Ceci étant, là, ça commence à grogner un petit peu plus. Ils ont présenté quelques projets, dont un projet de réforme économique qui était sous la gouverne du ministre des Finances, Bill Morneau, qui a fait grincer des dents beaucoup de petites et moyennes entreprises parce qu'ils avaient l'impression qu'elles étaient visées. On empêchait de faire du fractionnement de revenus, de pouvoir mettre des revenus à des membres de la famille pour rendre la petite entreprise un petit peu plus rentable compte tenu des moins gros revenus que, par exemple, les grosses multinationales et autres, alors qu'on a plein d'évitement fiscal qui se fait à travers le monde où des gros riches, des millionnaires, milliardaires vont cacher leurs revenus ailleurs, puis on leur court même pas après. Alors, ils se sont sentis visés, médecins, avocats, petites entreprises familiales, commerciales, et ça a commencé à bombarder les députés du coin, y compris des députés libéraux. Donc, la grogne, quand ça se rend jusqu'aux députés, puis que c'est le député du gouvernement, puis que le gouvernement se fait brasser, le cabinet, les ministres et autres, il a fallu qu'ils révisent un petit peu leur tir à ce niveau-là. Alors ça, c'était une insatisfaction. Pas encore sûr qu'ils ont réglé la problématique, même si plusieurs criaient victoire parce que le gouvernement a annoncé par la voix du premier ministre et du ministre des Finances qu'il faisait un recul là-dessus et en plus était pour baisser le taux d'imposition à 9 % à partir du 1er janvier 2019, pas demain matin, là, 2019, tel qu'ils l'avaient déjà promis. Alors moi, féliciter du monde de faire ce qu'ils avaient dit qu'ils étaient pour faire. Pas forte là-dessus, je réserve ça pour quand ils l'auront fait pour vrai. Le reste de la réforme, c'est pas très clair, autre que des paroles, encore une fois, on verra bien. Mais il y a plein de choses qui fait... L'ambiance est un petit peu plus sombre à Ottawa, là. Le look à Justin est toujours le même, mais on sent qu'il y a un petit peu plus de grogne, de frustration. Il y a la question de la renégociation de la LENA, il y a la question de cette réforme fiscale dont je parlais, la réforme culturelle, le fait de ne pas taxer Netflix. Il y a tellement de dossiers qui font hurler. Cette semaine, c'était la gestion de l'offre que les Américains, par la voix de Trump et autres, semblaient vouloir mettre de côté dans les négociations. Et ça va faire mal à beaucoup de fermes, à beaucoup d'entreprises du Québec. Alors, une autre grosse bataille, on commence à sentir que la population n'a pas l'impression que ce gouvernement-là est assez fort, a la personnalité suffisamment imposante pour tenir tête à un Donald Trump, et ça commence à inquiéter beaucoup de personnes par rapport à leurs économies, par rapport à la viabilité de leurs entreprises.
Alors, ça, c'est toutes des choses là, qui commencent à déranger, mais le dossier de la semaine, c'est le ministre des Finances lui-même qui l'a mis sur la table en pâture. Malgré quand on dit cette semaine, ça me fait sourire parce que dès 2015, avant même que le gouvernement Trudeau soit élu, il y avait un journaliste de la Gazette de Montréal, Glenn McGregor, qui avait pondu un texte que j'ai retrouvé d'ailleurs cette semaine. Je suis allée le relire parce que ça me sonnait une cloche, cette histoire-là, et qui nous annonçait que ce nouveau candidat libéral dans la grande région de Toronto, issu d'une compagnie qui s'appelle Morneau, j'oublie le deuxième nom, là, mais c'est le nom de sa femme, ou je ne sais pas trop. C'est une grosse entreprise qui s'occupe des fonds de pension à travers le Canada, très reliée en matière de relations de travail, au niveau des fonds de pension, salaires, revenus, font des gros rapports, de grosses analyses, etc. Et ce qu'il y a d'inquiétant à travers tout ça, c'est que M. Morneau, soudainement, on apprend qu'il y a une villa en France à travers une compagnie qui l'appartient avec sa femme qui est de la lignée des McCain, là, les frites McCain des provinces atlantiques. Il y a de l'argent dans ce couple-là, qui a beaucoup, beaucoup de parts dans sa compagnie, justement, Morneau et compagnie. Et il les a pas mis dans un trust aveugle, un blind trust, comme on appelle, pour être à l'abri, justement, de tout conflit d'intérêts potentiel. Alors ça fait hurler les partis d'opposition. Ça, c'est un autre des facteurs qui rend la vie difficile à Justin Trudeau. Pourquoi? Pour la simple et bonne raison que là, il se retrouve avec 2 chefs à plein temps contre lui. Même si un des chefs n'est pas à la Chambre des communes, il y a quand même Guy Caron du NPD qui est le leader parlementaire en remplacement de Jagmeet Singh, qui est le nouveau chef du NPD, mais qui n'a pas de siège encore à la Chambre des communes, et Andrew Scheer, qui est le nouveau chef des conservateurs. Alors, ces gens-là sont à la gorge de Justin Trudeau, qui a eu une raid un peu facile, une route assez facile les 2 dernières années, n'ayant pas de véritable opposition devant lui. Alors, dans tout ce contexte-là, disons qu'il va peut-être trouver les 2 dernières années de son mandat un petit peu plus difficiles, mais moi, je vous fais une prédiction, j'ai comme l'impression que c'était au mois de mars, le dernier budget présenté par Bill Morneau. J'ai comme fortement l'impression qu'il y aura un nouveau ministre des Finances qui sera présenté, qui sera nommé dans très peu de temps parce que le gouvernement ne peut pas continuer à recevoir des claques après claques après claques à toutes les périodes de questions. Les journalistes s'en mêlent. C'est vraiment des temps extrêmement difficiles et je pense que Justin Trudeau, on le voit par ses réactions, est très mal à l'aise face à tout ça. Son non-verbal est assez criant, merci. Alors, il va vouloir enlever cette épine-là de son pied assez rapidement, mais je vous répète, dès 2015, on en avait déjà traité. McGregor, c'est un journaliste qui est très lu à travers le Canada, avait fait mention de tout ce qu'appartenait Morneau. Alors, on a couru après le trouble, on s'en est foutu. C'est ça quand on est arrogant, quand des fois un gouvernement devient arrogant parce qu'il est tellement fort, il se croit tout permis, et c'est ça que ça donne. Alors, parlant de gens qui se croient tout permis, la bombe de la semaine, c'est la semaine passée, je parlais du monsieur Weinstein des États-Unis, des productions américaines là-bas, un personnage, c'est comme le dieu en matière de production télévisuelle. Ici au Québec, grosse première bombe, on a notre Éric Salvaille national, vedette ultra aimée du public. Tu peux pas avoir vedette plus grosse au Québec, je pense, au niveau masculin, que Éric Salvaille. Il est partout, la radio avec Rouge FM, il y avait émissions de TV, il produit des émissions. En tout cas, il était partout. C'est l'énergie de cet individu-là. Il a dû avoir, lui, je pense, 40 heures dans sa journée. En tout cas, allégation d'harcèlement sexuel, de comportement sexuel inapproprié avec des employés, avec des gens qui gravitent autour de lui. Et ça est venu frapper tout le monde en pleine face. Et ensuite, le lendemain,
Aujourd'hui, on apprend que c'est aussi le tour de Gilbert Rozon. Gilbert Rozon du Festival Juste pour rire, qui était aussi le commissaire nommé par Denis Coderre en charge des fêtes du 375e à Montréal. À peu près tout ce qui bouge sur la planète festival d'humour dans le coin de Montréal, c'était Gilbert Rozon qui s'en occupait. Et on a 9 personnes qui sont allées publiquement dénoncer son comportement à lui aussi sexuel qui semble a priori déviant. Et là, ça force tout le monde. Et ça, c'est un peu dans la foulée. Hein? Après les événements concernant Weinstein aux États-Unis, l'actrice Melissa... il y a une actrice américaine, en tout cas, qui a décidé de partir un hashtag #MeToo pour que toutes les autres personnes qui ont déjà été victimes puissent publiquement dire « moi aussi, ça m'est arrivé », pour que les victimes se sentent moins seules. Ça s'est propagé en France, genre « largue ton porc », je ne me rappelle plus du hashtag. Et ici, au Québec, « moi aussi », hashtag « moi aussi ». Et c'est comme ça qu'on dirait que c'est en train de faire boule de neige. Vous allez me dire « mais qu'est-ce qui se passe? » C'est pas un phénomène récent. C'est pas un phénomène qui est unique au milieu artistique québécois ou canadien. Au Canada, on a parlé de Ghomeshi il n'y a pas longtemps, qui a même fait face à des accusations criminelles. Le problème, c'est qu'après bien des années, des fois, puis des contradictions, c'est pas toujours évident. Mais c'est pas parce que tu n'es pas coupable au criminel que tu n'es pas coupable au civil. Le fardeau de preuve n'est pas le même. Un est hors de tout doute raisonnable. L'autre, c'est selon une balance des probabilités. Alors, mais ce que ça prend pour qu'on ait ce genre de comportement-là, ça prend des gens qui... C'est pas tout le monde qui est une grande vedette et qui va agir comme Éric Salvaille ou Gilbert Rozon ou Ghomeshi ou qui que ce soit sont présumés avoir... Pas présumés, mais est allégué qu'ils ont agi. Ça prend des tempéraments un peu particuliers, des gens assez imbus d'eux-mêmes, qu'une fois qu'ils atteignent certains sommets, se croient tout permis. C'est un abus de pouvoir, c'est une façon de dire à quelqu'un autour de toi, tu veux ta job, chum, tu veux la garder, tu veux faire affaire avec moi, bien, tu vas faire mes 4 volontés. Et malheureusement, des fois, il y en a qui le font parce qu'ils ont peur pour leur carrière, ils ont peur pour leur job, ils ont peur pour leur gagne-pain, et ça donne ces situations-là. Est-ce qu'on doit blâmer les victimes pour autant? Absolument pas. Ça prend aussi souvent du silence complice des gens qui entourent, qui voient des choses, sentent ou entendent des choses et se ferment la trappe. C'est un message qu'on doit tous collectivement se donner, d'après moi, après ces événements-là, c'est dire c'est fini de se taire, même quand on n'est que témoin. Si la personne ne se plaint pas comme victime, ne soyons pas complices d'une situation qui est autrement extrêmement dramatique. Alors, dans un contexte comme celui-là, même si on ne peut pas dire que c'est prouvé, les 2 personnes se sont retirées de leur job actuel. Ça sera certainement à suivre, mais je suis fort aise que des victimes se sentent maintenant plus à l'aise de dénoncer. Il y en aura sûrement d'autres, il ne faut pas arrêter. Et il faut peut-être se rééduquer collectivement. Pas des cours d'éducation sexuelle là, comme le gouvernement du Québec propose ou d'autres partis d'opposition. Là. C'est pas parce qu'on t'apprend c'est quoi le sexe là, à l'âge de 6 ans, 7 ans, 10 ans que tu vas apprendre à pas agir comme un imbécile puis un gros porc quand tu deviens propriétaire d'une entreprise ou chef ou directeur. Alors, la loi 62, plus le droit de se promener en autobus le visage couvert. On y reviendra dans les prochaines journées. Et à suivre, lundi le 23, c'est élection dans le Lac-Saint-Jean. Ça va être intéressant pour les 4 chefs au fédéral, dont les 2 nouveaux, Jagmeet Singh et M. Scheer. À la semaine prochaine, Boivin dit plus rien.